BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct pour le club BFM Crypto comme tous les jours à 15h sur BFM Business. On va parler de Bitcoin, on va parler de stablecoin, on va parler de réglementation, on va parler de l'avenir du secteur avec les invités. Alexandre Lézé, CEO de Capital Vie. Bonjour Alexandre, bonjour, ravi de vous avoir sur ce plateau. Je suis également avec Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline. Bonjour. Et Maxime Zé, journaliste à la Tribune. Bonjour. Maxime, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le secteur. crypto@bfmbusiness.fr. On répond à toutes vos questions toutes les semaines le jeudi entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Et ce compte à rebours, Pauline, dont on parle presque tous les jours dans cette émission, on est à 2 semaines de la fin de la deadline pour obtenir l'agrément MiCA en Europe. Et vous nous révélez que très peu de sociétés ont pour l'instant obtenu ce fameux sésame sur tout le continent. Effectivement, on a seulement 265 sociétés crypto qui ont obtenu donc cet agrément sur en fait 5000 sociétés qui étaient jusqu'à présent donc régulées en Europe, qui avaient obtenu des licences auprès de régulateurs européens. Donc si on fait un petit calcul, ça fait seulement 5% de sociétés qui ont jusqu'à présent ce fameux sésame. À titre de comparaison, en France, on a seulement 19 sociétés qui ont eu l'agrément MiCA sur à peu près 120 PSAN, prestataires d'actifs prestataires de services sur actifs numériques, pour donner aussi donc cet ordre de grandeur. Et c'est vrai qu'on le dit assez fréquemment, MiCA reste aujourd'hui beaucoup plus difficile à obtenir pour des raisons d'exigence de fonds propres, des raisons de sécurité, des raisons réglementaires, et donc ce qui explique aussi la difficulté d'obtention de ce sésame. Et on l'a vu la semaine dernière, le géant Binance attend toujours de recevoir cet agrément. Alors effectivement, selon plusieurs médias, en fait, Binance ne devrait pas recevoir l'agrément qu'il avait demandé auprès du régulateur européen grec. Oui. Et ça pour une raison qui est d'ailleurs assez politique. Ce serait donc Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui aurait un peu mis son veto sur le fait de permettre à Binance de continuer à exercer en Europe. Donc a priori, Binance ne devrait pas recevoir cet agrément depuis la Grèce. Mais peut-être qu'il y a quand même une chance pour cette plateforme de pouvoir continuer son activité, notamment en obtenant l'agrément en France auprès de l'AMF. Et ça, c'est nos confrères de The Big Whale qui ont sorti cette information, selon laquelle la France serait peut-être le pays le plus à même à délivrer l'agrément MiCA, alors que Binance avait déjà reçu le statut PSAN en mai 2022 en France. Pour finir et pour être un petit peu serviciel, pour les clients d'un acteur qui n'a pas obtenu MiCA, quels sont les scénarios possibles? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire là maintenant? Alors effectivement, en plus c'est pour dans pas longtemps. Globalement, un client, déjà, ce qu'il peut se dire, c'est peut-être réfléchir à transférer ses fonds vers un autre acteur crypto aujourd'hui régulé. En France, l'AMF tient une liste blanche de tous les acteurs qui ont obtenu cet agrément MiCA, donc c'est important d'aller la vérifier et de pas forcément se fier à des acteurs qui viendraient voir des clients potentiels. Sinon, la possibilité aussi, c'est d'attendre que la société dans laquelle on a ses fonds communique. C'est plus de la communication interne, il n'y a pas grand-chose au niveau externe, mais communique sur l'avancée ou non de l'obtention de cet agrément. Quoi qu'il en soit, en fait, la société, elle a l'obligation de restituer les fonds. Donc, il n'y a pas besoin de céder à la panique, de se dire mes fonds vont être gelés, le transfert de fonds ne sera pas possible. Il y a cette obligation-là, donc il ne faut pas céder à la panique, même si on est à 2 semaines de cette échéance. Et puis, la dernière possibilité, c'est que on va sans doute observer là dans les 2 prochaines semaines des annonces de consolidation, donc des sociétés qui vont chercher à fusionner, ce qui permettra des transferts de fonds aussi naturellement vers d'autres acteurs. Alexandre Lézé, vous êtes depuis combien de temps dans ce secteur de la crypto? Ça fait combien d'années? J'ai plongé dans le Bitcoin en 2020, c'était pendant le Covid. Est-ce que vous aviez une idée en 2020 de ce qu'allait devenir ce secteur? Vous voyez, cet agrément MiCA et 5% des sociétés crypto en Europe qui vont finalement l'obtenir. C'est absolument hallucinant ce chiffre. Il n'y a pas un nombre absolument exponentiel d'acteurs de type bancaire dans le monde. Il y en a beaucoup, des banques, mais c'est quand même une responsabilité importante. Oui. Et c'est potentiellement aussi pour ça
que ça peut prendre du temps d'avoir ce type d'agrément. Il y a un petit peu un durcissement des règles, c'est un petit peu des attentes de type bancaire, de type institution financière, pour des acteurs qui sont encore jeunes. Donc la barre est haute et ça peut paraître un petit peu trop haut ou un petit peu contraignant, et en même temps c'est aussi la voie de la prudence. Donc en 2020, on pouvait envisager un monde d'institutionnalisation du Bitcoin avec ce qui va avec l'institutionnalisation. Et ce qui va avec l'institutionnalisation, c'est beaucoup d'audits, beaucoup d'avocats, beaucoup d'équipes de compliance, Donc des frais. beaucoup de frais, beaucoup d'investissements. Et si on se met à la place d'un investisseur particulier, eh bien, on veut faire confiance à l'établissement auquel on confie des bitcoins, par exemple. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, ça fait toujours mal au début de pouvoir sauter le pas, et en même temps, c'est peut-être ce qui est nécessaire. La non-obtention pour le moment de Binance, ça vous évoque quoi? C'est quand même l'un des acteurs principaux, en tout cas les plateformes sur lesquelles on va assez naturellement si on veut commencer à acheter du Bitcoin. Est-ce que d'après vous, elle va disparaître ou on va trouver une solution? Binance, ça fait partie des plus grands acteurs du domaine de la crypto de manière générale depuis maintenant 5-10 ans. C'est une plateforme dont on a toujours entendu qu'elle allait peut-être faire faillite ou qu'elle allait perdre des fonds des clients. Ou par exemple, on peut citer aussi Tether, qui est plutôt dans le monde Bitcoin stablecoin, où il y a toujours eu ces idées qu'ils allaient faire faillite ou que c'était mal structuré. Et ce qu'on voit, c'est que la preuve du temps a montré que ces acteurs-là se sont quand même maintenus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque? Non, bien entendu, on ne peut pas vraiment savoir. Par contre, on sait aussi que Binance a reçu une amende importante des États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça, pour toutes les accusations liées aux sources de fonds et à l'analyse de ces fonds, etc. Donc il y a une logique pour vous. On peut imaginer des raisons qui peuvent à minima préoccuper des régulateurs européens. On a vu, bien entendu, des rapports selon lesquels il y aurait des implications de certaines autorités pour ralentir l'approbation de Binance qui, ce que je comprends, avait été refusée en France, a essayé d'aller en Grèce et maintenant pourrait réessayer en France. Voilà, on verra. Ce qu'on sait, c'est que bien c'est plus difficile pour une plateforme d'échange de cryptoactifs d'obtenir un statut régulé en Europe, pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, ça montre quand même qu'il y a une institutionnalisation du secteur. Peut-être que c'est difficile aussi en ce moment dans le marché où on est. Peut-être que ça va être difficile pour Binance et en même temps, peut-être que c'est aussi nécessaire pour que la régulation soit une régulation européenne, qu'il n'y ait pas des différences entre juridictions et qu'on n'aille pas faire son shopping dans différentes places de marché. Et donc peut-être que, j'espère, la voie sera favorable. J'espère pour Binance qu'ils n'auront pas de problème, ou que s'il y en a, ils les résoudront, et que si ça revient vers la France, tant mieux. On va regarder le cours du Bitcoin. Quand je l'ai regardé tout à l'heure, il est à 64 000 $ à peu près aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce cours? Il y en a que ça inquiète. On est assez bas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce cours du Bitcoin actuellement? Alexandre Désay à la tête de Capital B, la plus grosse Bitcoin Treasury Company de France. Le Bitcoin, il faut le voir sur le long terme. On est dans le 5e cycle du Bitcoin, à la hausse, à la baisse. Le Bitcoin a toujours fait des cycles où il a perdu 70%, 80%, et pourtant les plus bas ont toujours été plus hauts, de 200 $ à 3 000 $, à 15 000 $, maintenant à 60 000 $. Il n'y a pas si longtemps, on était autour de 2022-23, le Bitcoin est tombé à 15 000 $ avant de monter à 120 000 $ et maintenant redescendre autour de 60 000 $. C'est une baisse de 50%. Et cette baisse, historiquement, est plus petite que ce qui s'est passé auparavant. Oui. Il est possible que ça descende davantage. On est aujourd'hui dans les profondeurs d'un marché baissier. Historiquement, un marché baissier dans le Bitcoin, ce n'est pas de la science et c'est pas nécessaire que ça se reproduise exactement pareil. Mais si ça se reproduisait comme ça s'est passé les 4 dernières fois, il est possible que le Bitcoin soit dans un marché baissier qui dure 1 an et demi, 2 ans. On a fait presque 1 an
Et au départ, il y a une baisse de prix importante, c'est ce qu'on a vu, moins 50% en quelques mois. Et après, il y a une zone relativement longue qui est épuisante pour les acteurs de marché, c'est ce que vous dites, puisqu'il y a de la peur, il y a de la désespérance, il y a d'autres actifs qui aussi croissent pendant que le Bitcoin n'a pas de croissance ou stagne. Il y a cette sensation de stagnation, il y a aussi cette peur qu'il n'y ait plus d'adoption comme on a pu le voir dans le passé. Et en fait, tout ça s'inscrit dans un contexte plus important. Le contexte plus important, c'est des vents relativement défavorables sur le court terme qui, c'est notre conviction, ont vocation à se transformer en vents plutôt favorables. Ces vents-là, c'est les vents de la macroéconomie, c'est les vents des instabilités géopolitiques, les vents de l'adoption de nouvelles technologies. On a déjà vécu ça dans le passé. Il y a eu des bulles Internet, il y a eu des crises pétrolières majeures dans le passé, des crises financières importantes dans le passé, il y a même eu une révolution iranienne dans le passé, il y a eu une fermeture du canal de Suez dans le passé. Et à chaque fois qu'il y a eu ces grands événements, la masse monétaire mondiale a augmenté sur des périodes de 10-20 ans de 250 à 450% sur n'importe quelle période que l'on prenne depuis 1960 à aujourd'hui. Et donc ces vents contraires sur le court terme qui réduisent la liquidité disponible sur les marchés de capitaux et donc l'adoption rapide d'un actif volatile comme le Bitcoin, oui, sur le long terme se transforme en davantage d'impression monétaire. Et en général, quand un actif a une rareté absolue et une adoption mondiale, même si cette adoption maintenant est plutôt silencieuse, institutionnelle, elle se fait quand même et ces vents-là seraient plutôt favorables à l'avenir. Alors vous dites qu'effectivement là on est sur une période où il faut un petit peu finalement attendre de vents contraires. Vous, dans votre position de patron de Capital B, comment on patiente pendant cette période où le cours n'est pas forcément au mieux pour justement atteindre la période où ce sera plus favorable? Capital B a perdu 90% depuis les plus hauts de l'année dernière. On est passé d'environ 5 euros, presque 6 euros, à 40 centimes. Donc ça a été relativement brutal en termes de baisse de cours. Et en même temps, depuis le lancement de la stratégie Bitcoin, on est en hausse de 150-170%. Donc, ce qu'a fait la société de manière permanente, c'est l'accumulation de Bitcoin, l'augmentation du nombre de Bitcoin par action sur une base totalement diluée au fil du temps. Chaque opération a contribué dans sa globalité à augmenter le nombre de Bitcoin par action. Ce qui a changé, ce qui a fait ces hausses de plus 3000, 4000% qu'on a vécu l'année dernière et des baisses qui sont relativement importantes aussi, c'est en fait la valorisation du marché sur des périodes de court terme. À des moments donnés, des valorisations très fortes, de x10 par rapport à notre Bitcoin sur le bilan, jusqu'à aujourd'hui, à en fait une valorisation qui correspond peu ou prou à la valeur de nos Bitcoins sur le bilan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, dans un marché baissier, le marché ne valorise plus le futur. Est-ce qu'il est rationnel de valoriser le futur beaucoup plus que ce qu'il ne peut être réalisé? Peut-être pas forcément, et en même temps on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il est rationnel de ne pas du tout valoriser le futur? Peut-être, et peut-être pas. C'est au marché de décider. Nous, ce qu'on fait, c'est pas attendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on continue à appliquer notre stratégie. La société, quand on regarde les analyses financières, n'a jamais été aussi solide. Oui. Nous avons plus de 3000 bitcoins sur le bilan. Fin 2024, on en avait 40. Donc on est passé de 40 bitcoins à 3139 bitcoins sur le bilan, plus une réserve cash fin 2025 de 3,5 millions d'euros, plus 61 bitcoins de réserve opérationnelle de bitcoin, en plus de la réserve stratégique. Et donc d'un point de vue financier, la société n'a jamais été aussi solide en termes de bitcoin et en termes de réserve. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un phénomène en parallèle qui se déroule sur les marchés, c'est l'émergence du crédit digital, les produits de crédit avec du sous-jacent Bitcoin, qui sont les produits de crédit qui ont connu la plus forte croissance sur les marchés historiques, plus de 10 milliards de dollars en l'espace de 10 mois. Et Capital B est focalisé sur cette opportunité. C'est une opportunité de long terme, ça peut prendre du temps, c'est incertain, il y a des risques bien entendu, mais c'est une opportunité sur laquelle Capital B est focalisé avec un bilan que l'on a construit de manière systématique, de manière très conservatrice et qui nous permet aujourd'hui de nous projeter dans le futur. Maxime.
Oui, l'été dernier, la Tribune vous avait interrogé et vous aviez expliqué que, à l'époque où Capital B était très survalorisé par rapport à son nombre de bitcoins en portefeuille, vous expliquiez que cette survalorisation était normale, qu'il n'y avait pas vraiment de crainte de survalorisation justement qui allait se dégonfler plus tard. Ce que de nombreux analystes expliquaient et craignaient. Un an plus tard, du coup, cette dévalorisation a eu lieu. Qu'est-ce que vous expliquez aux gens qui ont acheté l'action à 5 euros en pensant que la valeur était bien valorisée et qu'il n'y avait pas de risque de dégonflement? Alors, déjà, c'est pas mon rôle d'estimer la valorisation de marché de Capital B. Ça, c'est au marché de le faire. Quand on fait des estimations, ce sont des estimations sur le Bitcoin, et c'est toute chose égale par ailleurs. Il se trouve que le Bitcoin, entre le milieu d'année dernière et cette année, a perdu 50%. Et nous sommes une Bitcoin Treasury Company. Donc, quand on est une Bitcoin Treasury Company et que d'un coup, le Bitcoin fait moins 50%, à l'époque, il y avait aussi les espoirs de la réserve stratégique américaine. C'est vrai. Elle n'est pas arrivée. Quand le marché avait une valorisation potentielle du Bitcoin et des Bitcoin Treasury Company dans un contexte où le gouvernement américain, toutes les 2-3 semaines, disait qu'il y allait peut-être y avoir un fonds d'investissement dans le Bitcoin, une réserve stratégique en Bitcoin, ces valorisations-là ne sont pas les mêmes que quand le gouvernement américain semble ne pas faire d'accumulation de Bitcoin. Pour autant, le Bitcoin est toujours une réserve stratégique des États-Unis, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'accumulation à marche forcée, on va dire, de Bitcoin. Et donc, il faut prendre les choses dans leur contexte. Et le contexte de juin dernier, c'est que tous les investisseurs, tout le marché valorisaient le futur en s'imaginant que le Bitcoin allait passer de 100 000 à 200 000 à 300 000. Et dans ce contexte-là, qu'une Bitcoin Treasury Company allait être capable de faire des opérations sur marché de capitaux pour tirer parti de ces liquidités additionnelles. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que le Bitcoin, à la place d'augmenter, a relativement baissé et qu'il y a eu aussi de nombreuses sociétés qui se sont lancées, qui ont pris des financements qui n'ont pas été pris par d'autres sociétés. Ça nous a pas empêché d'accumuler la moitié de nos bitcoins pendant le bull market et la moitié de nos bitcoins pendant le bear market. Donc, en juin, c'est que chacun prend son risque aussi en fonction du contexte, c'est ça? En fait, chaque investisseur, bien entendu, doit faire son analyse du risque et un multiple de x3 à x10 qu'on a vécu en milieu d'année dernière se voit tout à fait dans les marchés traditionnels. Dans les marchés traditionnels, c'est tous les jours qu'on voit des sociétés qui ont des multiples de valorisation de x5, de x10. Aujourd'hui, personne ne parle du potentiel de survalorisation des sociétés d'IA. On en parle avec SpaceX beaucoup. Voilà, mais pour autant, malgré une valorisation importante du futur, le marché est convaincu qu'il va y avoir un potentiel très fort dans le futur. Et le marché a peut-être raison. C'est juste la question de l'incertitude, c'est le temps. Et les multiples de valorisation de juin de l'année dernière valorisaient un potentiel futur de Capital B, un potentiel futur de stratégie, un potentiel futur de métaplanète, etc. Et la question, c'est à quel horizon temporel est-ce que ces valorisations-là seront correctes? Et notre métier, c'est de faire en sorte que nos actions, à travers nos opérations de marché capitaux et nos activités opérationnelles, permettent de faire en sorte que le destin de la société soit aligné avec ses perspectives futures. Et après, la valorisation du marché dépend aussi des contextes généraux des marchés de capitaux. Aujourd'hui, on est dans un contexte de marché où il y a 400 milliards de dollars qui sont drainés de l'économie de marché de capitaux vers l'IA. Et il faut que cette transition se fasse pour qu'ensuite, il y ait des rotations dans les marchés de capitaux. Ce sont des phénomènes classiques qui reviennent vers le domaine des actifs numériques et du Bitcoin. Maxime, je me tourne vers vous parce que pendant ce temps-là, vous nous présentez une actualité qui nous vient du Japon. Et oui, il s'agit du premier fonds de pension à investir dans du Bitcoin. Alors un fonds de pension, c'est quoi? C'est une institution publique ou privée qui investit l'épargne de salariés pour leur retraite.
Et en l'occurrence, ce fonds japonais, il gère 120 millions d'euros pour les salariés de 1200 PME japonaises et il a décidé d'investir 1,2 million d'euros dans du Bitcoin. Alors, c'est un montant anecdotique, mais c'est un signal fort car aujourd'hui, seule une petite dizaine de fonds de pension ont investi justement dans le Bitcoin et majoritairement aux États-Unis. Alors pourquoi ils s'intéressent au Bitcoin maintenant? Pourquoi ils prennent ce risque? Alors il y a plusieurs raisons, mais pour le fonds japonais, en fait, c'est une opération qui va lui permettre de se désexposer au dollar. Ce fonds estime qu'il pourrait perdre, en fait, que le billet vert pourrait perdre son statut de réserve de valeur et donc voir sa valeur baisser et faire perdre de l'argent à des clients. Il a donc décidé de mettre 1% de ses encours dans du Bitcoin comme un outil de diversification, comme il pourrait le faire avec de l'or ou avec des devises de pays émergents. D'autres fonds, en revanche, investissent dans le Bitcoin pour faire, eux, fructifier l'épargne de leurs clients dans un but spéculatif. On peut penser au fonds de pension de l'État du Wisconsin qui avait acheté 321 millions de dollars de Bitcoin en 2025 avant de les revendre quelques mois après, on imagine avec une plus-value. Donc il y a donc diverses stratégies. En revanche, tous les fonds ont un point commun. Ils n'achètent jamais ou quasiment jamais du Bitcoin en direct. Ils passent par des ETF, par des fonds ou encore par des sociétés comme Stratégie ou Capital B pour s'exposer à cet actif. Vous en pensez quoi, Alexandre? C'est une preuve nouvelle qu'il y a une adoption silencieuse qui est en cours. Dans les cycles passés, c'était des adoptions très retail. Et là, depuis 2024, avec les ETF Bitcoin, avec les produits de crédit adossés au Bitcoin, ça fait moins de bruit. Personne dans la rue ne sait ce qu'est une obligation convertible ou une action de préférence perpétuelle de ce que fait Stratégie, de STRC. Personne n'a connaissance globalement de dans quoi investit le Japon ou le Luxembourg ou la Suisse ou la Norvège ou les Émirats Arabes Unis, les États-Unis. C'est le seul actif sur lequel tout le monde est d'accord avec l'or, en fait. Et toutes les institutions financières souhaitent s'exposer à un pourcentage de leur portefeuille à cet actif. Ça ne fait pas de bruit. Ça va représenter 1% du portefeuille, 2% du portefeuille. Sauf que quand on a un portefeuille mondial d'actifs qui est de 1 quadrillion de dollars d'actifs, c'est 1000 trillions de dollars d'actifs, dès qu'on alloue une proportion de quelques pourcents, eh bien, on a un potentiel du Bitcoin qui va vers ce que représente l'or aujourd'hui. L'or aujourd'hui, c'est 30 trillions de dollars. Le Bitcoin est à 1,2. La différence entre les deux, c'est l'opportunité. Oui, effectivement, c'est intéressant. On va finir, il nous reste 3 minutes avec vous, Pauline. Les entrées de stablecoin explosent au Nigeria, mais ça inquiète le FMI qui met en garde le pays contre une dollarisation numérique. Oui, juste pour donner quelques chiffres, en fait, le Nigeria, c'est quand même le 6e pays avec le plus fort taux d'adoption de crypto en 2025. Et en Afrique, le Nigeria concentre jusqu'à 60% des entrées donc, de stablecoin depuis 2019. En fait, les populations locales se sont intéressés au stablecoin lorsque notamment la monnaie locale a été fortement dévaluée et donc les stablecoins ont été une solution pour transférer de l'argent. Mais du coup, le FMI voit plusieurs problèmes. Déjà un problème de souveraineté monétaire puisque l'institution cite le risque d'une dollarisation numérique avec l'utilisation de ces stablecoins qui, la plupart du temps, sont majoritairement adossés au dollar. Il cite aussi le risque d'intégrité financière et enfin le FMI parle de l'anonymat de certaines plateformes qui peuvent accroître le blanchiment d'argent. Voilà, c'est toujours un argument utilisé par le FMI. C'est en gros les problèmes qui sont pointés par l'institution. Souvent, c'est pas la première fois que le FMI fait pression d'ailleurs sur un pays où les cryptos sont en vogue. On a quelques souvenirs en effet. Oui, alors déjà au Salvador, on se rappelle, premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale en 2021 et le FMI a fait beaucoup pression sur le pays au point qu'en 2025, le Salvador a dû modifier, voire quasiment annuler sa loi Bitcoin. Et ça a été la même chose pour la Centrafrique, qui était le 2e pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale en 2022. Et pareil, grosse pression du FMI et donc arrêt de cette politique. Il nous reste 1 minute 30, Alexandre. C'est intéressant de voir à quel point, d'un côté, ça s'institutionnalise, comme vous l'avez expliqué. De l'autre côté, les grandes institutions, FMI, BCE, qui freinent des cas de fer ou qui essayent un peu d'orienter les fonds, les réglementations. C'est étonnant quand même.
Tous ces éléments démontrent que l'écosystème prend une place, qu'il ne peut plus être ignoré, qu'il est en train de rentrer à l'intérieur du système traditionnel. Il y a même certaines personnes de l'écosystème Bitcoin initial qui n'aiment pas ça, puisqu'ils estiment qu'on perd un petit peu l'éthos initial. Oui. Et en même temps, c'est le sens de l'histoire, c'est tout à fait normal. Et c'est pas parce que l'or, par exemple, est détenu en très grande partie par les banques centrales qu'on ne peut pas porter des bijoux. Eh bien, c'est la même chose. Là, le Bitcoin est en train de s'intégrer à l'intérieur des marchés de capitaux mondiaux. Et pour s'intégrer, eh bien, il faut respecter les règles, les adapter légèrement pour faire face aux nouvelles innovations. Ce qu'on voit, c'est la digitalisation des marchés de capitaux avec le Bitcoin à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a de l'adoption. C'est juste qu'on ne la voit pas au jour le jour, mais il y a des sociétés cotées qui accumulent du Bitcoin. Il y a des ETF Bitcoin qui sont parmi les plus, avec les plus de succès au niveau mondial. Il y a les banques qui veulent lancer leurs produits. Charles Schwab, qui est quand même un monstre américain également, a développé ça pour toute sa clientèle retail. Et ça continue. Les gouvernements qui continuent. Et donc, c'est en route, vous êtes positif. C'est inarrêtable. Merci beaucoup Alexandre Lézé, CEO de Capital B, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Maxime Euzet, journaliste à la Tribune. Pauline Armandé, journaliste BFM Business. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne après-midi. BFM Business, BFM Crypto, le club.